Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc nous sommes réunis ensemble depuis 1h, 1h15 autour de la question des liens entre polar et banlieue avec trois invités que je vais vous présenter. Donc les questions qu'on va se poser, c'est les liens évidemment entre le polar, le roman noir et la question des banlieues et plus généralement des quartiers populaires pris dans leur sens historique, grosso modo depuis les années 60, et voir un peu ce que sont devenues les banlieues d'aujourd'hui à travers, disons, le prisme de ces territoires qui étaient des territoires dédiés aux classes populaires, qui étaient vécus comme des territoires de construction d'identité, de mémoire, de culture collective, comment on est passé progressivement, finalement, donc des banlieues rouges à des banlieues noires qui sont vécues comme des zones de non-droit, de marginalité, d'exclusion, mais aussi de révolte sociale. Donc l'idée, c'est de voir comment, évidemment, ces questions sont prises en charge par le roman noir et le roman policier. Je pense que les auteurs auront des choses à nous dire, d'ailleurs, sur les différences qui peuvent exister dans les approches entre le noir et le policier quand on parle des banlieues, alors que ça fait plus de 30 ans, effectivement, qu'on prédit que les cités vont craquer. Là, vous avez des auteurs qui ont tous les trois parlé des cités, je crois, ils en parleront plus spécifiquement par rapport à leur roman. Qu'on prédit que ce sont des bombes à retardement, de véritables brûlots, et en même temps, il y a des révoltes régulières, ça flambe, enfin, il y a des livres ici qui, par des émeutes de 2005, qui ont commencé à Clichy-sous-Bois, mais qui ont embrasé en fait toutes les banlieues sur le territoire national, et qui ont eu des retombées au moment où Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc la question, c'est, effectivement, on prédit effectivement que ça va craquer, et pourtant, ce sont quand même des lieux où la vie existe, où elle est possible, et ça, on va le voir avec des portraits d'habitants, alors que parallèlement, effectivement, ce sont aussi, comme je le disais, des zones de non-droit, où il y a de la corruption, où il y a de l'économie souterraine, du marché parallèle, et de la violence. Voilà. Donc, il est vraiment question d'interroger la question de la construction des identités des classes populaires versus zone de non-droit, violence dans les quartiers, marginalité, exclusion. Voilà, donc ça c'est à peu près de grandes questions sur lesquelles je vais demander aux auteurs de bien vouloir s'exprimer. Donc je vous les présente. Donc, je vais commencer par Dominique Manotti peut-être, commencer par une femme. Qui a écrit une œuvre nombreuse, souvent d'ailleurs dédiée à des luttes sociales, mais qui s'est aussi intéressée à la question des banlieues à travers deux livres, donc un qui s'appelle COP, qui est plus ancien, et récemment donc un livre qui est sorti chez Série Noire en 2010, qui s'appelle Bien connu des services de police, et sur lequel on reviendra plus en détail. Rachid Santaki, qui a écrit donc 3 livres qui se passent tous en banlieue d'ailleurs, je crois, qui a un regard très particulier, un prisme assez ethnographique sur la ville de Saint-Denis en banlieue parisienne, mais je pense que par extension, il pourrait parler de toutes les banlieues de la région parisienne, et qui a écrit donc Les Anges qui s'habillent en Caïra, qui est paru en 2011 à Moisson Rouge, et surtout Flic ou Caïra, qui est un livre dont on parlera tout à l'heure, qui est paru donc au MAST en 2013, et Didier Denunx, que évidemment on ne présente plus, mais qui sur la banlieue a écrit donc 2 livres qui sont spécifiquement dédiés et qui sont Hors Limite, donc qui est paru, je crois, chez Série Noire, si je ne me trompe pas. Non, c'était chez Julia, voilà, Hors Limite, et aux éditions de l'atelier La Franchise du Périphérique. Voilà, donc je pense que voilà, tout à l'heure, les auteurs reviendront plus spécifiquement sur les livres que j'ai cités, voire sur les liens entre les ouvrages spécifiques dédiés à la banlieue et l'ensemble de leur œuvre et la place qu'occupe finalement la vision des banlieues dans l'ensemble des livres. Donc, Dominique, quelques questions donc, autour de Bien connu des services de police. Donc, l'ensemble de votre œuvre, globalement, aussi entre une dénonciation des ripoux, de la corruption dans la police, et des luttes sociales, et des phénomènes d'émancipation sociale. L'intrigue de Bien connu des services de police se situe donc dans une banlieue imaginaire qui est baptisée Panteuil. Donc voilà, vous nous direz un peu ce que cet anagramme recouvre évidemment exactement comme ville. Et on a l'impression en lisant le livre qu'on a un condensé de tous les mots et de toutes les turpitudes dont souffrent les cités de banlieue,
Donc ça, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que derrière, il y a voilà, une intention de l'auteur? On a un sentiment de coalition de toutes les forces, finalement, de destruction qui sont liées à l'autorité, au pouvoir, et qui font culminer les intérêts à la fois des bandits, de la police, de la mafia, et d'une certaine manière, finalement, des gangs. Hein. Donc, voilà. Donc, bien connu des services de police, nous met face à une dénonciation des mécanismes et du système qui sévit en banlieue et qui prend en fait en otage toutes les forces sociales de lutte et d'émancipation. Alors, est-ce que c'est une volonté de choquer? Et pourquoi un tel effet d'accumulation? C'est absolument pas une volonté de choquer. Et c'est même pas une dénonciation. Moi, je crois important d'insister là-dessus. C'est un récit. C'est une description. Et c'est une description, ce n'est pas une dénonciation. Et je vais vous dire comment m'est venue l'idée, et tu vas voir, c'est vraiment... en fait, j'étais prof, j'ai enseigné pendant très longtemps dans le 93, à Saint-Denis même. J'ai été confrontée aussi au problème du commissariat de Saint-Denis, qui était à lui seul un poème. En 2005, il a été dissous comme un vulgaire groupe d'extrême gauche. Sur 200 policiers, il y en avait 24 qui étaient impliqués dans des affaires de corruption ou de proxénétisme ou de violence. Donc, vous voyez, ça fait quand même plus de 1 sur 10. C'est beaucoup. Il y avait un énorme problème. Bon. Moi, ce qui m'a... Alors, je suivais un certain nombre d'affaires parce que j'étais impliquée dans des comités de soutien anti-bavure liés aux histoires de Saint-Denis. Et dans un de ces procès, comparaissait un jeune qui avait 19 ans au moment des faits, 21 au moment du procès, qui était pris dans une histoire de bagarre avec 3 policiers. Je passe sur les détails. C'était absolument, totalement évident qu'il ne l'avait pas fait. C'était évident qu'il y avait eu une bavure entre les 3 policiers, c'est-à-dire un acte, enfin ça c'est involontaire, et un d'entre eux avait pris des coups graves. Et c'était évident que les 3 policiers le savaient. Et les 3 policiers ont fait un faux témoignage, évidemment. C'est une pratique extrêmement courante dans la police. C'est quelque chose qui est très important dans la culture policière. Ils ont un sentiment, si vous voulez, de nécessité de se défendre face à l'extérieur, qui est entretenu par la peur, par toute une série de choses. Et donc, le réflexe, c'est évidemment la cohésion et le maintien absolu de la cohésion en toutes circonstances. Et j'ai assisté à ce procès, et dans les 3 policiers, il y en avait un qui était au martyre, mais vraiment, il était martyrisé par ce qu'il était en train de faire. Il n'osait regarder personne, il était incapable de parler, son avocat parlait à sa place, et je me suis demandé quels étaient les effets sur un individu qui est policier de cette mécanique. Qu'est-ce qui arrive à cet individu-là? Comment il le vit, cette situation? Situation dont il ne peut pas s'abstraire. Il ne peut pas, ou il renonce à sa fonction de policier, et il dit la vérité, ou il fait un faux témoignage et il reste policier. Le dilemme est celui-là. La police n'accepte pas en ses rangs quelqu'un qui trahit, entre guillemets, la confiance collective. C'est une règle de base de fonctionnement. Bon. Alors, l'homme était détruit. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire ce roman, c'est de comprendre les mécanismes de cette destruction. Oui, alors justement, je parlais tout à l'heure... C'est pas une dénonciation. Oui, je comprends bien. Mais je parlais bien de destruction, c'est-à-dire de coalition des forces en présence, qui sont des forces de destruction, et justement, par rapport à l'ensemble de ton œuvre, qui est quand même dédiée beaucoup aussi à des luttes d'émancipation sociale, à des luttes de contre-pouvoir, là, on a l'impression d'un écrasement total, d'un anéantissement, en fait, de toute opposition et de toute résistance sociale, quand on lit bien connu des services de police, et on est bien loin. D'abord, ça se termine plutôt mal, enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais ça se termine plutôt mal, plutôt très mal même, c'est une vision quand même très sombre et très noire
Donc la question c'est, est-ce que la banlieue finalement c'est une préfiguration du monde de demain, et est-ce que ça a été pour toi un observatoire? On est quand même bien loin finalement de la lueur d'espoir, même si ça se terminait pas toujours très bien, de Sombre Sentier ou de Lorraine Connexion, où là tu mettais finalement des luttes ouvrières en scène. Par exemple, la commissaire Lemuir, je vais vous lire un passage du roman de Dominique qui confirme ce qu'elle décrit. La commissaire, qui était quelqu'un qui est une horreur absolue, c'est une femme commissaire. Mais non, c'est une femme très intelligente. Oui, alors je vous dis, dans les ghettos, le pouvoir ne repose pas sur le droit mais sur la force. Pour qu'un certain ordre y règne, il faudra que se développent des réseaux d'autorité ethniques et religieux propres aux gens qui les peuplent. C'est la peur de l'insécurité, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, fortement corrélée à la peur de l'étranger, la hantise du ghetto, à la fois hyper réelle et fantasmée, qui sont les ferments de la cohésion sociale. Malgré tout, on a l'impression en lisant le livre qu'il y a un déterminisme total, un fatalisme qui fait que de toute façon, hors de l'exode, hors de banlieue, point de salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue, d'une certaine manière, à l'instrumentalisation des banlieues et finalement aux populations qui les peuplent et qui sont otages finalement du marché de la drogue, de la corruption de la police, de l'instrumentalisation de l'islam, etc., etc. Ben, écoute, je ne sais pas s'il n'y a pas d'issue, j'espère qu'il y a une issue, il faut qu'on la construise collectivement. Moi, je raconte ce qu'il en est aujourd'hui. Et la commissaire Lemuir ne fait qu'exprimer de façon claire ce qui est le fondement d'une certaine politique. Notre société, pour avoir une cohésion, et ça c'est de plus en plus vrai, notre société, pour avoir une cohésion, elle a besoin d'un ennemi. Elle a besoin d'être en cohésion contre quelque chose. On a eu la chance extrême pendant les 30 Glorieuses d'avoir en face de nous l'Union soviétique. Bon. Ça, c'était extrêmement commode, c'était le mal absolu, le rouge. La cohésion sociale était relativement facile face à ça. Après la chute du mur de Berlin, on a été dans une situation beaucoup plus complexe. On a essayé, il fallait trouver un ennemi. Bon, on a essayé plusieurs moyens. On a essayé, par exemple, la lutte contre la drogue. Bon. 1989, à Paris, l'année de la chute du mur, grande réunion à propos du bicentenaire de la Révolution française, et Mitterrand et je ne sais plus combien de chefs d'État des pays occidentaux déclarent la guerre à la drogue. Je veux dire, ils ont donné à l'affaire une amplitude absolument incroyable. Bon, on voit ce que ça a donné. Je veux dire, c'était un mauvais cheval. La guerre à la drogue était un très mauvais cheval. Il y avait beaucoup d'infiltrés dans le camp des... Il y avait trop d'infiltrés. Bon, donc c'était un mauvais cheval, mais on a essayé. La peur du ghetto est un excellent moyen, et c'est bien évidemment un des ressorts sur lequel repose aujourd'hui tout un discours politique. La peur du ghetto et des gens qui les peuplent, les ghettos, est un instrument pour amener les classes moyennes à faire la cohésion derrière un leader politique qui leur dit « Moi, je vous défends face à la chute sociale possible qui vous menace. » Bon. Donc, ce que dit Lemuir, c'est simplement... elle dit clairement un des ressorts de la politique d'un certain nombre Elle n'est pas particulièrement... Moi, je trouve que c'est pas un personnage épouvantable dans la mesure, si vous voulez, où d'abord elle est très intelligente, ensuite elle ne se raconte pas d'histoire. Elle ne dit pas je suis en train de faire le bien des populations dont j'ai la charge. Elle dit simplement il faut que les ghettos ne communiquent pas entre eux, parce que s'ils communiquent entre eux, on aura des ennuis. Si chacun reste dans son ghetto, on arrivera à maintenir l'ordre. Alors, donc je veux dire, elle est très réaliste quand même, cette femme-là. Oui, sauf que là, tu es en train de pointer du doigt, et je vais faire réagir Didier tout de suite là-dessus, c'est l'équation qui nous ramènerait finalement à l'équation américaine, c'est-à-dire banlieue, quartier populaire égale ghetto. Donc, l'idée, toi, tu construis ton œuvre, donc plutôt sur... bon, déjà, ça commence dans les années 60, hein, grosso modo, donc on est effectivement sur une histoire
où les banlieues sont des territoires de construction d'identité quand même extrêmement forts, liés à l'histoire de la classe ouvrière et liés à l'histoire de l'immigration. Rétrospectivement, tu as quand même un livre plus désenchanté, hein, qui est hors limite, hein, où tu t'interroges sur des sales gamins finalement, c'est-à-dire sur, on n'est plus sur des portraits d'habitants qui portent même individuellement ce passé glorieux, dans des expériences finalement qui sont atomisées mais qui sont le témoignage d'une mémoire collective qui a été peut-être perdue, mais qui est encore là. On est face à des gamins qui sont complètement en rupture d'identité, qui sont perdus et qui sont hors limite en quelque sorte, ça veut dire hors de tout contrôle social, etc. A contrario finalement de Dominique, tu continues à maintenir quand même une espèce de ligne sur la banlieue comme potentiel lieu de construction d'identité. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'à chaque fois, les termes génériques ne rendent pas compte de la réalité, et c'est le fait de mettre en générique comme ça, c'est une manière de manipulation, une manière d'empêcher la réflexion. Moi, les banlieues, déjà, elles sont extrêmement diverses. On ne peut pas parler de la même manière de Saint-Denis, d'Aubervilliers, de Pantin que d'autres villes. Des différences extrêmement fortes entre Aubervilliers, par exemple, et de l'autre côté, Ivry, Vitry. C'est pas du tout la même expérience, c'est pas les mêmes cultures historiques. Il y a vraiment des choses qui se différencient. Le fait que les émeutes de 2005, c'est Clichy-sous-Bois, c'est la Seine-Saint-Denis, il y a une spécificité sur... mais tu as eu quand même un embrasement dans plein d'autres villes. C'était la Seine-Saint-Denis, on est d'accord, le point de départ. Complètement. Hein, la Seine-Saint-Denis ou des territoires qui sont extrêmement proches, comme Villiers-de-Bègue, et ainsi de suite. Donc il y a véritablement ça. En même temps, à l'intérieur de ces territoires-là, moi je les vois comme des villes et puis comme des territoires palimpsestes. C'est-à-dire que ça raconte des histoires.